Bonjour à tous, je suis Gwendoline Coquet. Je suis ravie de vous retrouver à ce premier séminaire inter-outre-mer d'Erita. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de donner la parole à nos intervenants, je vais vous donner quelques indications sur ce que sont les RITA, rappeler ce que sont les réseaux d'innovation et de transfert agricole. Nous aurons ensuite un petit temps de présentation, des échanges et enfin la conclusion. Donc l'Héritage, c'est un réseau d'innovation et de transfert agricole qui est présent sur presque tous les territoires ultramarins. Ils sont soutenus par donc le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire, le ministère des Outre-mer, qu'on remercie ici, nos partenaires, et un autre partenaire qui n'est pas des moindres, c'est également l'ODEADOM, que nous remercions. Et donc ces réseaux, l'animation nationale est animée par Chambre d'agriculture France, dont j'ai le plaisir de faire partie, l'ACTA et le CIRAD. Voilà. Donc leur mission, c'est de transformer la recherche et de l'expérimentation en solutions concrètes, utiles aux agriculteurs et aux territoires. C'est des dispositifs uniques qui rassemblent tous les acteurs du développement agricole pour relever les défis locaux, qu'ils soient techniques, économiques, environnementaux, et inviter des pratiques plus durables et adaptées aux réalités ultramarines. Donc cette dynamique s'est déjà traduite par des actions concrètes. Nous avons notre colloque annuel chaque année dans le cadre du Salon de l'agriculture. On a le plaisir de recevoir de nombreux partenaires qui viennent présenter leurs travaux en présentiel. Euh, il y a aussi eu plusieurs échanges croisés entre territoires et partenaires qui ont donné naissance à des fascicules comme celui-ci, outils et techniques du transfert agricole outre-mer, une cartographie des acteurs RITA ou même encore la mallette des animateurs de réseau. Voilà, donc vous avez des exemples de la cartographie, soit des cartographies des acteurs RITA ou la cartographie des réseaux complémentaires. Et donc, maintenant, une nouvelle étape s'ouvre avec le plan d'action Rita Axiom. Et dans les 5, c'est un projet qui a été déposé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, transition et souveraineté du ministère de l'Agriculture. Il est en attente d'acceptation pour un démarrage fin 2025. Et donc, il prévoit que dans les 5 prochaines années, ils permettent de notamment dans les actions phares, mobiliser des référents impact et transfert, créer un incubateur RITA pour accompagner les projets interterritoriaux, ou encore lancer des appels à projets dédiés pour favoriser la collaboration entre les territoires. Ce séminaire, c'est avant tout un appel à collaborer, à vous impliquer dans les projets et à partager vos idées. Et donc, c'est ce qu'on va vous proposer lors de cette séquence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Kadhafi Saïd de la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Donc, je vous remercie déjà pour cette invitation à intervenir dans le cadre du premier séminaire virtuel d'Erita qui nous réunit aujourd'hui autour d'un thème essentiel pour nous, qui est agir après les chocs, euh, relance agricole et prévention des risques. Pour cette intervention, je suis accompagné par Étienne Torel et Amdil Wahid Omar de l'association MESO, que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Donc, Étienne Torel, je suis le coordinateur du pôle environnement de l'association MESO. Et c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous présenter dans ce séminaire une potentielle solution low-tech aux problématiques à venir pour l'île et notamment celles qui ont suivi Chido. Je vais laisser mon collègue se présenter. Bonjour à tous, c'est Monsieur Omar Amdil Jalilou. Du coup, comme Monsieur Etienne a déjà un peu parlé de l'assaut, du coup, on fait partie du monde pôle et on essaye de faire des choses au niveau de l'environnement. Super. Allez, et Et, ben, et vas-y. j'ai aussi Ourfan Ali, s'il a réussi à se connecter, parce qu'il avait
des petites difficultés pour se connecter tout à l'heure. Je vais essayer de le retrouver dans les participants. Je te propose qu'on commence? D'accord. Donc, nous verrons comment, à travers cette présentation, nous verrons comment le choc lié au cyclone Chido que nous avons connu en décembre 2014, bien que violent, a déclenché une forte mobilisation pour reconstruire, innover et prévenir les risques futurs. Donc, pour le contexte, avant le cyclone Chido, le territoire compte 4 315 exploitations agricoles sur 6 000 hectares de SAU, dont 5 400 hectares cultivés en jardin mahorais, avec donc le jardin mahorais, c'est avec des cultures associées diversifiées. 80% des exploitations sont de très petite taille. On dirait qu'ils ont un produit brut standard inférieur à 25 000 euros. Mais elles assuraient quand même avant le cyclone 80% des besoins en fruits et légumes de Mayotte. Notre agriculture est toutefois confrontée à des fragilités structurelles, hein, avec un foncier peu maîtrisé, une agriculture, des agriculteurs qui sont assez vieillissants, puisqu'on a 20% des exploitations, des exploitants âgés de plus de 107 ans qui sont toujours en activité. On peut. Ouais, très bien. Donc, le passage de cyclone Chido le 14 décembre 2024 a tout bouleversé, avec une destruction massive des cultures, des vergers, des serres et des infrastructures hydrauliques. Une évaluation menée par la CAPAM avec l'appui de la Chambre d'agriculture France estime les dégâts, les pertes à 296 millions d'euros, répartis en 150 millions d'euros en perte de culture, en perte de production plutôt, et 142 millions d'euros en perte de fonds. En cas de replantation rapide, il faudrait quand même au minimum 7 ans pour reconstituer le potentiel fruitier de l'île. Si nous arrivons à lancer justement une reconstitution, enfin une replantation rapide et coordonnée. Nous sommes toutefois confrontés à des défis immédiats pour cette relance, sachant que la fenêtre de replantation se limite à octobre-mars avec la saison des pluies. Et avant cette phase de replantation, nous sommes confrontés à un certain nombre de priorités qui sont le nettoyage et le déblayage des parcelles sinistrées, la prévention des incendies en gérant notamment les biodéchets, accéder aux plants, notamment bananiers, fruitiers et d'autres cultures vivrières, assurer la santé des plants et limiter les contaminations et coordonner ensuite la campagne de replantation. Et c'est dans ce cadre que les groupements agricoles jouent un rôle essentiel en mobilisant notamment les dispositifs du Moussada, qui est en fait l'entraide entre agriculteurs à Mayotte. Ce dispositif du Moussada a été spontanément réactivé suite au cyclone Chido. Et la CAPAM vient ici consolider ce dispositif en mobilisant du moyen matériel et organisationnel. Nous avons ainsi accompagné les GVA à mobiliser des financements de la Fondation de France avec des résultats concrets, hein, puisque aujourd'hui, nous avons 9 groupements agricoles qui sont soutenus avec du financement Fondation de France validé et versé, 4 groupements supplémentaires en attente de validation ou de versement. Le montant total mobilisé par les 9 groupements est d'à peu près 390 000 euros, dont 200 000 euros orientés sur de l'achat de plants et 190 000 euros orientés sur de l'achat de matériel et d'outillage. Donc, l'objectif de la CAPAM dans cet accompagnement, c'est de pérenniser la dynamique engagée, anticiper les difficultés d'organisation et de moyens et de consolider les collectifs agricoles sur la durée. Et donc, ces opérations d'entraide s'organisent souvent les week-ends avec un nettoyage des parcelles, facilité avec les moyens matériels dont disposent désormais les groupements, les GVA, les groupements agricoles. Ce sont des opérations qui se font dans un cadre convivial. Et là, je vais
je ne sais pas si Orfan est déjà connecté pour présenter un peu l'opération qui a été conduite au sein du groupement intercommunal des agriculteurs du sud de Mayotte. Alors, je vais essayer de le trouver. Écoute. Alors, où est-ce- tu sais s'il a réussi à se connecter, Kadhafi? Il ne m'a pas envoyé de message de confirmation. Hmm, Moi, il me dit juste qu'il n'arrive pas à se connecter. euh, malheureusement, je ne le trouve pas. Écoute. Bon, mais de toute Euh, façon, le temps qu'il se connecte, peut-être il pourra Bon, je suis revenir un peu plus. navrée. Écoute, si on arrive à le retrouver d'ici la fin de la visio, on lui donnera la parole à ce moment-là, d'accord? OK. Donc là, nous allons passer au second axe majeur de nos opérations. Si on arrive à avancer sur... Mhm. Donc, nous arrivons au second axe majeur de nos opérations qui concerne la prévention des incendies et la valorisation des déchets végétaux. Donc, on l'a vu, on le vit en ce moment, depuis 2005, depuis 2025, on est face à une forte recrudescence des feux en zone agricole, euh, liée au nettoyage des parcelles, des fois au nettoyage des parcelles, avec lequel il y a une forte accumulation de biodéchets secs après le cyclone. Avec les GVA, l'association MESO et la CAPAM, justement, nous avons lancé un projet de sensibilisation auprès des GVA, sachant que l'action de sensibilisation sera greffée aux opérations de Moussadda qui sont déjà engagées par les associations, avec pour objectif, c'est de sensibiliser aux impacts agronomiques et écologiques des feux de végétation et mettre en place des démonstrations d'alternatives à travers justement le paillage, le compostage et la valorisation des résidus végétaux. Ce sera une co-animation avec les GVA, avec pour objectif de rendre les GVA justement autonomes dans la sensibilisation et l'action pour pérenniser l'action de prévention des feux dans le temps. Je vais laisser l'association MESO présenter un peu plus en détail l'atelier qui sera fait sur la valorisation des déchets végétaux. Oui, tout à fait. Alors, comme Monsieur Saïd vous l'a dit, actuellement à Mayotte, on a une grande problématique de pratique des brûlis intensifs qui est utilisée par, grosso modo, presque tous les agriculteurs, qu'ils soient formels ou informels, et qui est en forte recrudescence depuis Chido, dû au grand volume de biodéchets qui a été généré par la catastrophe. Donc, un des enjeux majeurs derrière ça, ça va être de repenser globalement la gestion des terres agricoles et des biodéchets afin de permettre aux agriculteurs d'avoir une meilleure gestion de leur terrain et leur offrir des solutions qui sont abordables pour eux et de proximité surtout. Donc, comme vous pouvez voir à gauche sur les images, c'est donc un extrait d'une vidéo sur le compostage thermophile qui est pratiqué au Zimbabwe, donc qui est une méthode simple et qui a donc plusieurs objectifs. Avec cette pratique, on peut espérer réduire les brûlis, que ce soit pour la santé humaine ou la santé environnementale, améliorer la disponibilité en eau des sols, car en effet, le compost a cette particularité de permettre à l'eau d'être retenue et d'éviter le lessivage des nutriments. Donc ça permet par conséquent de réduire l'érosion des sols et de réduire l'utilisation d'intrants, qu'ils soient engrais ou biocides, dans les cultures. Donc avec ça, on va pouvoir valoriser les déchets. Et l'avantage est que l'accès à cette technique est très low-tech, donc c'est très simple à mettre en place. Cependant, on sait qu'à Mayotte, il peut y avoir de nombreuses limites à l'établissement de tels projets, notamment au niveau du foncier, donc la disponibilité en terrain, ainsi que l'accessibilité des terrains des agriculteurs, qui sont parfois avec vraiment des tout petits chemins. On va essayer de mutualiser l'action, entre les agriculteurs, histoire de toucher au maximum des groupements et de les faire travailler ensemble. Et à côté, ça va fortement dépendre de la motivation des acteurs, notamment de la disponibilité en matériel végétal sec ou humide, et aussi de l'accès à l'eau sur les parcelles, qui est une des conditions sine qua non de ce projet, mais il peut y avoir une revalorisation des eaux de pluie.
Mon collègue Amdil Jalilou va pouvoir reprendre la parole. Tu peux passer. Voilà, parfait. Donc, du coup, la technique, en fait, suite à nos prospections, du coup, on a pu définir en fait la technique avec ce qu'on a vu. Et c'est une technique qui permet de valoriser ces différents types de déchets dans un espace très réduit. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un problème de foncier. Donc, on a vu cette technique-là qui était intéressante et qui pouvait marcher sur des climats plus ou moins proches de Mayotte. Donc, ici, on a une technique qui est sur à peu près 1 mètre, 1,50 m sur une petite partie de la parcelle qui peut vraiment fonctionner. Mais il y a plusieurs étapes qui sont intéressantes et qui sont indispensables pour que la technique marche bien, on va dire. C'est vraiment que les agriculteurs soient motivés et qu'ils suivent vraiment le processus que nous, on va leur apprendre. C'est-à-dire que nous, on va vraiment insister sur la mixité des différents types de déchets, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de volume sec et le mélange avec les déchets qui sont verts. L'aération qui doit être vraiment optimale et qui doit se faire tous les 3 à 4 jours. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que ces agriculteurs-là, en fait, ils comprennent l'importance de suivre le processus et on va essayer de les suivre et permettre aussi que tout ça se passe dans les bonnes conditions. Donc, on a à peu près mis en place à peu près 3 étapes sur cette image, c'est-à-dire que on aura le mélange des différents types de déchets, du coup les déchets secs et les déchets verts. On va faire une proportion d'à peu près 50% de sèche et de vert. Et ensuite, ces directeurs-là doivent suivre le processus, donc multiples transferts de matière. Ils doivent faire un échange de matière qui est plutôt fréquent sur tous les 3 à 4 jours. On va essayer de les soutenir et de les suivre pour que le processus marche très bien et surtout d'humidifier en fait le compost pendant tout le processus. D'après cette technique d'après cette technique et ce que nous on commence à faire et ce qu'on veut faire avec les agriculteurs, c'est que la production de compost peut arriver très rapidement, c'est-à-dire que au bout de 2 à 3 mois, on pourrait avoir quelque chose, un compost qui pourra être utilisable. Donc, c'est pour ça que cette technique est intéressante parce qu'elle demande très peu d'espace et elle est assez rapide. Donc, nous, on va essayer vraiment de travailler sur ces axes-là, bien faire comprendre les processus du compostage, les processus à suivre et à respecter pour avoir un compost assez rapide et avec un moyen plutôt low-tech et archaïque, mais assez disponible pour la plupart des agriculteurs, même s'ils n'ont pas forcément les moyens pour mettre quelque chose d'assez complet en place. Donc, Du coup, en, te- là-dessus, Oui, du coup, en termes de matériel, ça ne demande pas beaucoup de choses. C'est-à-dire que s'ils ont des bouts de bois d'à peu près 1,50 m à 2 m, on peut facilement quadriller l'espace et commencer le travail avec eux, même avec très peu de moyens. Par contre, il faudrait qu'ils aient, par exemple, un barre de fer pour tout ce qui est contrôle de la température, mais également un contenant pour contenir l'eau, surtout en saison sèche. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément beaucoup d'eau et la disponibilité d'eau est un peu compliquée. On sait le contexte actuel à Mayotte. Donc, c'est avec ces très peu de moyens qu'on peut vraiment faire un travail qui peut être intéressant avec ces agriculteurs-là. c'est bon. Donc, d'où l'intérêt justement de greffer ce projet-là dans le cadre justement de la redynamisation de ces groupements agricoles qui est déjà engagé. Et en même temps, la relance agricole passe aussi par une reconstruction raisonnée du patrimoine végétal. Donc, pour la relance du verger, des commandes de plantes, bananiers et de fruitiers ont déjà été lancées. L'objectif avec les GVA, c'est d'arriver à nettoyer d'ici 2025 à 2026, nettoyer, valoriser 90 hectares de terrain, planter 20 000 pieds de bananiers et 4 000 plantes de fruitiers. Et c'est fruitiers hors cocotiers.
Et cela pose la question de la vulnérabilité de certains plants au stress hydrique et aussi à certaines maladies. Donc, il y a donc toute une approche scientifique et participative développée avec un choix variétal raisonné, la prise en compte justement de la vulnérabilité, notamment de la banane Cavendish au phoque TR4 et la gestion du stress hydrique. Et donc, il y a une collaboration, enfin des échanges engagés avec le CIRAD sur le choix des variétés de bananiers et qui nécessitera un accompagnement renforcé sur les aspects sanitaires pour les plantes bananiers et les plants fruitiers. Nous avons également une dernière opération qui concerne l'importation de noix de coco depuis la Polynésie française. Et donc, c'est une opération de solidarité en territoire coordonnée par les chambres d'agriculture France, avec les partenaires. Nos partenaires, c'est la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française, la Chambre d'agriculture France, le conseil départemental et le gouvernement de Polynésie française. L'objectif étant l'importation et la diffusion de 40 000 noix pour reconstituer le verger de cocotier maoré. Une première opération est en cours pour l'implantation de 20 000 noix, sachant que la principale variété de noix prévue pour l'importation est le Grand de Rangiroa. Au niveau de la validation et la mise en œuvre du projet, nous avons une validation du gouvernement polynésien avec un pilotage Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie, qui mobilise au niveau de la Polynésie les citoyens de Puka Puka pour la collecte des noix, sachant que le maire de Puka Puka est fortement engagé justement dans l'opération. Nous allons bientôt procéder à l'importation des noix depuis Puka Puka jusqu'à Tahiti, sous conditionnement en Big Bag, et de Tahiti à Mayotte via le Havre. Le tout, c'est dans 3-4 mois pour que ça arrive à Mayotte. L'opération a été retardée tout simplement parce qu'on attendait la validation de la prise en charge des frais logistiques par le conseil départemental de Mayotte. La validation a été acceptée, elle a été faite le 15 septembre, donc les opérations ont pu justement reprendre. Là, du coup, on est sur la phase de collecte. J'ai mon collègue, peut-être Aïssé, qui devait présenter un peu plus la gestion des noix à Mayotte. Mais s'il n'est pas encore connecté, je peux relancer la présentation. Donc, au niveau des noix, une fois que ce sera à Mayotte, l'idée, c'est d'arriver à sécuriser ces noix, puisqu'il s'agit d'une première opération de 20 000 noix qui va être suivie assez rapidement de 20 000 noix restantes pour faire le total de 40 000 noix. Donc, il faut avoir un site sécurisé. Pour l'instant, c'est le site de la direction, de la DFP du conseil départemental, qui dispose d'un service de gardiennage. Et ensuite, les noix seront mises en germoire. Et en parallèle, il y aura une implantation de champs semenciers. Et là, on prévoit de mobiliser 1 hectare sur un site du conseil départemental à Mirereni. Donc, ça représente à peu près 100 noix. Et pour le reste, ce sera de la diffusion aux agriculteurs, avec des agriculteurs ciblés qui disposeront d'un cahier des charges à respecter, avec des itinéraires techniques et un entretien, un suivi justement des noix. Sachant que les noix seront implantées de façon privilégiée et vivre autour des parcelles, tout simplement parce que les plantes cocotiers, les cocotiers, ils ont un système racinaire qui empêche vraiment le travail du sol, d'où l'intérêt de le mettre plutôt en pourtour de parcelles. Et sur cette phase de replantation, il y aura un suivi technique des agriculteurs qui sera assuré par la CAPA. Pour conclure, le cyclone Chido a donc été un choc, mais aussi un véritable catalyseur d'innovation collective et de résilience. La relance portée par les GVA renforce la résilience agroécologique du territoire. La cohésion autour des Moussada favorise une approche collective pour traiter des enjeux clés à Mayotte, qui sont notamment la transition générationnelle. Nous sommes confrontés aussi à des problématiques de maîtrise du foncier.
et également toute la partie commercialisation, avec notamment la commercialisation groupée des produits. Il s'agit donc des enjeux majeurs pour la souveraineté alimentaire et l'approvisionnement de la restauration collective. Et là, je pense directement à la restauration scolaire. Donc ici, le rôle de la CAPAM est d'être un facilitateur de cette transition en s'appuyant sur les différents acteurs, notamment le RITA, dont l'expérience et les retours des autres territoires ultramarins sont essentiels pour consolider et pérenniser la relance agricole à Mayotte. Je vous remercie. Merci Kadhafi. Bon, j'ai réussi à me reconnecter. Comme quoi, il y a... Enfin, voilà. Même à Paris, on peut avoir des difficultés de connexion. On va continuer sur une petite séquence de questions-réponses. Alors, il y avait déjà des questions dans le chat. Une première question de Jérôme Carrier pour l'association Messo. Est-ce que votre association couvre tout le territoire de Mayotte? Alors oui, tout à fait, on a commencé à y répondre tout à l'heure. Effectivement, suivant les demandes, là pour le moment, on est plutôt dans l'ouest, centre-ouest, mais on avait des sites avant plus au nord, on en a eu aussi plus au sud, mais détruits par Chido. Et du coup, le but, c'est vraiment de viser l'intégralité du territoire mahorais si possible, afin de pouvoir transmettre au mieux l'information sur toute l'île. Merci Étienne. J'ai une question de Monsieur Souf qui va être complétée par une de Madame Verlick. C'est pour Kadhafi. Comment se fera l'attribution des noix de coco? Y a-t-il des critères à remplir? Et la question de Madame Verlick, c'était aussi de savoir est-ce que les cocotiers résistent bien au vent fort? Donc, au niveau de la distribution, l'idée, c'est justement de cibler, on va plutôt cibler des agriculteurs, puisque les 40 000 noix qui vont être transférées à Mayotte sont largement insuffisants pour couvrir les besoins de relance de la cocoterie. Il y avait une évaluation qui a été faite il y a quelques années, avant Chido, qui estimait, juste pour la régénération de la cocoterie mahoraise, puisqu'on est sur un verger de plus de 50 ans, c'est très vieillissant. Et le besoin, il était estimé à 350 000 cocotiers, et là, c'était avant Chido. C'était juste la régénération de la cocoterie. Donc, le besoin, il est très, très important. Nous, l'idée, c'est effectivement d'arriver à replanter, mais derrière, à utiliser ces exploitations-là comme des champs semenciers, on va dire. Donc, on va élargir. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même des agriculteurs assez chevronnés, je dirais. Donc, avec certains critères, hein, l'accessibilité à l'exploitation, puisqu'il va falloir transporter des noix qui pèsent assez lourd. Donc, il va falloir quand même qu'un véhicule puisse accéder à la parcelle pour justement pouvoir déposer les cocotiers. Et derrière, effectivement, on a déjà ciblé certains agriculteurs qui sont assez rigoureux parce que ça nécessite vraiment de l'entretien, ainsi de suite. Donc, des agriculteurs qui seront en capacité d'arriver à respecter euh, toute l'itinéraire technique. Et donc, Merci Kadhafi. Oui, ouais. pardon. C'est bon? C'est bon. Donc une autre question de Monsieur Basso de Guyane qui voulait savoir combien d'agriculteurs sont impliqués dans ce dispositif et qui complète sa question en disant: J'ai bien compris que les GVA sont en interaction avec la Chambre d'agriculture de Mayotte. Comment est-ce que la Chambre d'agriculture de Mayotte intervient auprès des GVA? Au niveau des GVA, grosso modo, on a là ceux qu'on accompagne, les 9 GVA que nous accompagnons. Euh, Nous ciblons à peu près une vingtaine d'agriculteurs par GVA, sachant que les plus actifs, c'est à peu près une dizaine par GVA. Et souvent, ces GVA, ils ont plus de 100 adhérents. Dans certains GVA, nous avons plus de 100 adhérents. L'idée, c'est de resserrer avec des gens beaucoup plus actifs et qu'on sera en capacité quand même d'accompagner. Donc, on a ciblé à peu près 20 adhérents par GVA, ce qui nous fait bon, un certain nombre d'agriculteurs justement accompagnés. Nous, au niveau de la CAPAM, on fait avec ces GVA des réunions régulières. On a même créé une page WhatsApp
pour échanger régulièrement, ce qui nous permet d'être à jour assez régulièrement sur les évolutions et les projets justement entrepris par ces différents GVL. Mais on se cale sur des réunions mensuelles avec justement ces GVL. Merci Kadhafi. Encore une question sur les noix de coco. Vous parlez de choix variétal raisonné. Je voudrais savoir s'il existe un espace de discussion pour se concerter avec les agriculteurs et les institutions sur le choix des variétés choisies. Donc c'est une question de Julie Moutet de Mayotte. Elle complète sa question en disant: Nous observons plusieurs initiatives individuelles qui font venir des variétés pas forcément judicieuses pour le territoire. Donc, nous, au niveau des variétés, on était aussi nous, ce que nous souhaitions du côté de Mayotte, c'était quand même des noix assez gros. Et donc, au niveau de la Polynésie, ils ont plutôt opté, et là, c'est aussi par rapport à la disponibilité de noix de leur côté, ils ont opté pour, nous ont conseillé de nous orienter sur le grand de Rangiroa, qui serait une noix enfin, un cocotier assez adapté pour le territoire de Mayotte. Très bien. Julie précise que c'est pas que sur les noix de coco sa question. Je pense que ça concerne sur l'ensemble en fait du matériel végétal importé, enfin qui serait amené à Mayotte. Comment ça se concerte en fait entre les agriculteurs et les institutions sur le choix des variétés. Et là, justement, ça se fait dans le cadre du RITA, notamment RITA EDAM, sur tous les aspects choix de variété liés justement à la résistance par rapport au territoire, tout ce qui est vulnérabilité aux maladies, au stress hydrique. Et ça se concerte beaucoup plus au sein des RITA. Ok, sur le projet Nous, EDAME. en Ouais. tout cas, au côté CAPAM, nous, on s'est calé au niveau des fruitiers, justement, qu'on a commandé, on s'est directement orienté auprès des pépiniéristes locaux qui sont en capacité justement de produire, et là, justement, c'est pour ça qu'on s'est limité à 4000 plants, parce que c'est leur potentiel actuel. Euh, En dehors des noix de coco, pour l'instant, on n'a pas encore entrepris des opérations d'importation de plants fruitiers au niveau de la CAPA. Parce qu'il va falloir justement qu'on arrive à avoir une plus grande concertation entre les différents acteurs là-dessus. Très bien. Le temps tourne. On va prendre. Enfin, il y a deux dernières questions. Donc, de Madame Tétin de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe et Monsieur Ruster, à qui je donnerai la parole après. Brigitte demande est-ce que vous avez la maladie du jaunissement mortel des cocotiers à Mayotte et est-ce que cette maladie existe en Polynésie? Justement, nous, on nous a permis justement de faire l'importation côté Polynésie parce que cette maladie n'est pas présente là-bas. On l'a vu avec la DAF Salim, enfin, service alimentation, qui nous a donné le feu vert pour l'importation des noix en Polynésie. Toutefois, il y a quand même des mesures de précaution à prendre. Et là, notamment sur l'aspect, parce que bon, là je pense il y a tout un ensemble de mesures qui doivent être prises côté Polynésie pour nous assurer le transport de matériel végétal sain. Et parmi ces mesures, de toute façon, nous, on nous impose de nous assurer qu'il n'y aurait pas un vecteur potentiel de, par exemple, Candidatus phytoplasma palmae. Euh, et là, au niveau Polynésie, on est en train de voir des traitements à mettre en place. Ça peut être justement des traitements par pulvérisation insecticide, en utilisant notamment des produits type pyrétinoïdes ou de la fumigation. En tout cas, il y a les mesures qui vont être prises pour s'assurer que les mesures de précaution qui vont être prises pour s'assurer qu'il n'y aura pas du tout de transfert de maladies ici à Mayotte. Merci Kadhafi. On va prendre une toute dernière question, Monsieur Ruster. Normalement, je vous ai autorisé le micro. Vous devriez pouvoir poser votre question. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça marche pas.
Aïe, aïe, aïe. Bon, Monsieur Ruster, je vous encourage à poser votre question dans le chat. En attendant, donc, je vais vous donner quelques mots de conclusion. Tout d'abord, je remercie l'ensemble des intervenants. Merci. Merci. Merci à tous. Je vais vous inviter côté Rita à nous faire remonter vos souhaits d'intervention et de partenariat dans le formulaire d'évaluation qui vous sera adressé. Je vais vous mettre le lien dans le chat, mais vous recevrez ensuite par mail une invitation à remplir ce formulaire d'évaluation. Ce sera l'occasion de nous faire part de ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez pour les prochaines sessions. Et voilà. Je vous donne également rendez-vous en présentiel cette fois au Salon de l'Agriculture de Paris 2026 pour le prochain colloque d'Erita. Voilà, donc on a déjà la date. Ce sera le vendredi 27 février 2026, voilà, sur le site du Salon de l'Agriculture. Donc, euh, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter d'Erita pour être informé de tous les prochains événements et des modalités de participation à ce colloque. Voilà, je vous mets également le lien dans le chat. Et, euh, et donc, si vous arrivez à actionner vos caméras, j'aimerais pouvoir faire une petite photo de fin, une petite photo de groupe à la fin, pour qu'on puisse garder une trace de cela. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à allumer vos caméras, génial. Et comme ça, on fera une petite photo de famille. J'attends encore 2 minutes avant de lancer. Super, allez, une capture d'écran. Il va en falloir plusieurs parce que vous êtes nombreux et nombreuses. Une deuxième... non, hop là, on passe. La deuxième, voilà. Et la troisième, canon. Et ben voilà, imprimer. Et ben, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne journée pour ceux que je ne retrouve pas dans les sessions suivantes. Et sinon, à tout à l'heure, si vous continuez votre parcours de connaissances sur le séminaire d'Erita. Merci encore. Merci à Et tous. merci pour l'invitation. Au revoir.